Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis désolée, je vous ai mis la vidéo un jour en retard. J'ai eu un petit contretemps. Ne m'en veuillez pas. Je vous souhaite un bon entraînement et bon courage à ceux qui vont passer l'examen là prochainement. Alors, analysons la photo. Alors, vous avez ici sur la droite une bande cyclable, à savoir qu'on a le droit de traverser une bande cyclable pour tourner à gauche ou à droite. Donc là, ça ne nous interdit pas de tourner à droite. Ensuite, là, vous avez un panneau interdit de tourner à gauche, mais il est uniquement pour ceux qui arrivent sur le stop. Il ne me concerne pas, ce panneau-là. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'interdiction de tourner à gauche. Ensuite, ici, j'ai pas de marquage ni de panneau qui m'interdit de tourner à gauche. Et quand vous avez vu avec le zoom en plus tout à l'heure, les pointillés sont de mon côté. Donc moi, j'ai le droit de traverser dans ce sens-là, tandis que ici, ils ont une ligne continue de ce côté-là. Donc les voitures qui arrivent ici n'ont pas le droit d'emprunter cette route-là. Donc, est-ce que je peux tourner à droite? Oui, réponse A. À gauche? Oui, réponse C. Donc A et C. Le stationnement est payant, oui, réponse A, non, réponse B. À durée limitée, oui, réponse C, non, réponse D. Donc, si on revient en arrière, on a pu voir le panneau, là, il y a eu un arrêt sur image pour vous montrer qu'on était dans une rue qui était payante. Quand c'est payant, c'est obligatoirement à durée limitée. Souvent, dans les agglomérations, en règle générale, on est limité à 1 heure et demie de stationnement. Après, ça va dépendre des villes, donc ça vous est précisé, hein, si c'est différent, mais en règle générale, c'est 1 heure et demie à peu près. Donc, c'était réponse A, C. Ce véhicule recule. Je freine? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, qu'est-ce qui nous indique qu'il recule? C'est ça, ce sont les feux de recul qu'on voit ici, en plus de l'énoncé sur la question. Mais là, ça peut vous donner un indice. Donc, le véhicule est en train de reculer. Moi, je suis assez proche, je roule à 43 km/h. Ce qui veut dire que je vais arriver très très vite sur ce véhicule-là. Donc, même en freinant, je pense que je n'arriverai pas à m'arrêter à temps. Donc là, ça devient un danger immédiat. Et en agglomération, normalement, on n'a pas le droit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Ça, c'est le cas. C'est un danger immédiat, ça va arriver très très vite sur moi, je n'aurai peut-être même pas le temps de m'arrêter. Donc, il est important aussi que je klaxonne en plus de freiner pour limiter tout risque d'accident. Donc là, c'était réponse A et C. Pour dépasser cet usager, je laisse une distance de sécurité latérale minimum de 0,50 m, réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m, réponse C. N'importe quel usager, que ce soit un piéton, un cycliste, enfin, tout ce que vous voulez, on doit toujours laisser un espace au minimum de 1 mètre en latéral quand on est en agglomération. Donc là, comme on est en agglo, hein, on le voit bien autour de nous, il y a toutes les maisons, il y a plein d'indices qui nous disent qu'on est en agglomération. Donc là, c'est le minimum 1 mètre. Après, si je peux faire plus, je fais plus, hein. Mais là, on vous demande la sécurité latérale minimale. Donc le minimum,
c'est obligatoirement 1 mètre. Donc réponse B. À hauteur de l'intersection, je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau nous annonce donc une intersection avec un système de priorité à droite. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une voiture qui arrive de la droite, là, je devrais ralentir ou m'arrêter si besoin. On verra bien en fonction de l'allure de l'autre et de mon allure et de la distance, mais je devrais le laisser passer. Sous n'importe quelle forme, comme je vous disais, on n'est pas obligé de s'arrêter. Et en plus de ça, s'il y a personne, on n'est pas obligé de s'arrêter non plus. On va juste ralentir pour pouvoir observer, voir s'il y a quelqu'un. Et si après on est sûr qu'il y a personne, on peut enchaîner, on peut continuer la route. Donc là, attention, c'est bien écrit, je devrais, hein. Est-ce que je suis obligé de marquer un temps d'arrêt? Non, je n'ai pas obligation de marquer un temps d'arrêt. C'est uniquement avec un stop où je dois marquer un temps d'arrêt. Donc là, c'est réponse B. Pour aller tout droit, je me place dans la voie A, B, C. Alors, on peut voir que sur ce panneau-là, au début, on a 3 voies, dont la première, un peu plus tard, va se séparer pour aller soit à droite, soit tout droit. La deuxième qui est au milieu, c'est pour aller tout droit uniquement. Et celle qui est à gauche, c'est pour aller dans la voie de gauche. Comme dans la question, on nous précise rien de particulier, là, on est en marche normale. Donc, quand on a le choix entre 2 voies possibles, parce que là, pour aller tout droit, on a 2 voies possibles. Quand on a le choix entre 2 voies possibles, on doit toujours utiliser celle de droite, en marche normale. Vous pourrez utiliser celle de gauche parce que, par exemple, la voie de droite est encombrée ou que vous avez l'intention d'effectuer un dépassement. Là, ce n'est pas le cas. Donc, comme la voie de droite n'est pas encombrée, même encore mieux, il y a moins de monde, j'utilise la voie de droite automatiquement. Donc, ces réponses, c'est L'éblouissement perturbe la vision. 1 à 2 secondes, réponse A. 5 à 6 secondes, réponse B. Bah, c'est vrai qu'après un éblouissement, on a un temps d'adaptation pour retrouver vraiment notre vision bien nette. Et ça met, en règle générale, 5 à 6 secondes en effet. Donc c'était réponse B. dans cette situation. J'effectue le remplissage de mon réservoir en carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les diesels qui sont récents, il y a l'AdBlue qui est rajouté, c'est pour limiter la pollution. Et vous avez donc 2 orifices, un orifice où vous remplissez le carburant, donc là en l'occurrence le diesel, et un autre bouchon, un autre orifice où vous avez de l'AdBlue. Donc soit vous aurez de l'AdBlue en bouteille, vous versez la bouteille à l'intérieur, soit dans certaines stations essence, vous avez des pistolets pour AdBlue. Donc là, on remplit pas le réservoir de carburant, mais le réservoir d'AdBlue. Réponse B. Je suis limité à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B.
On peut voir qu'on est sorti d'agglomération. Si vous regardez le rétro intérieur, vous voyez dans ce sens-là une entrée d'agglomération, hein, donc nous on en sort. Donc on n'est pas en agglomération, on le voit bien aussi ici, on est bien en race campagne. On est sur une route à double sens de circulation, puisque vous voyez, on a des flèches de rabattement, et puis là, on n'a pas une ligne continue, donc c'est pas un sens unique, donc c'est à double sens de circulation, quelqu'un peut arriver en face. Dans ce genre de route, on est limité à 80 km/h. Certains départements, sur certaines routes, vous autoriseront à rouler à 90 km/h, mais vous aurez automatiquement un panneau de limitation de vitesse sur les questions. Donc là, comme vous n'avez rien de particulier, c'est la règle de base, donc c'est 80 km/h. Réponse A. Ce cycliste a l'obligation de s'arrêter au feu rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce cycliste-là a un feu rouge, donc il est sur une piste cyclable, puisqu'il est à l'écart de la chaussée à côté. Il est sur une piste cyclable et il y a un feu rouge. Et on nous dit que là, on a un petit triangle, donc un panonceau, qui nous informe que les cyclistes, s'ils continuent tout droit, peuvent franchir le feu rouge. Par contre, ils doivent céder le passage aux piétons, par exemple. Hein, ils ne sont pas prioritaires quand ils vont traverser, mais ils ont la possibilité de ne pas s'arrêter au feu rouge. Donc, est-ce que ce cycliste a l'obligation de s'arrêter au feu rouge? Non, réponse B. Je peux m'engager dans cette rue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce marquage au sol ne nous interdit pas de le franchir, hein. C'est une bande cyclable. On n'a pas le droit de rouler dessus, mais on a le droit de la traverser. Donc ça, dans un premier temps, c'est possible. Évidemment, s'il y a un cycliste, il faut le laisser passer avant de s'engager. Mais on peut s'engager dans cette rue pour l'instant. Ensuite, on voit qu'il y a un panneau interdit de tourner à droite. L'interdiction est pour après le panneau. Donc, ça ne concerne pas cette route-là qui est à droite. Après le panneau, je n'aurai pas le droit de tourner à droite. Donc, je peux m'engager dans cette rue. Oui, réponse A. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on regarde, on peut dépasser le cycliste en chevauchant la ligne continue. Attention, hein, c'est pas franchir, hein. Franchir, c'est les 4 roues de l'autre côté, c'est pas le cas, hein. Donc, on a le droit de chevaucher la ligne continue en respectant évidemment les 1 mètre, parce qu'apparemment nous sommes en agglomération puisqu'on voit des maisons. Mais c'est le minimum, hein. Si vous pouvez faire un peu plus, vous faites plus. Donc, on a le droit de chevaucher pour dépasser ce cycliste seulement si toutes les bonnes conditions sont réunies. Donc, personne derrière en train de nous dépasser, personne qui arrive en face, j'ai l'espace nécessaire pour pouvoir me rabattre, et je peux donc chevaucher la ligne continue sans la franchir, tout en respectant mes distances de sécurité. Donc, c'est des oui, réponse A. Ce véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors déjà, c'est interdit de stationner sur les trottoirs, sauf s'il y a un panneau qui nous l'autorise ou un marquage au sol. Là, c'est pas le cas. Et en plus de ça, il est devant une porte de garage et on n'a pas le droit de stationner devant les portes de garage. Donc c'était réponse B. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc, quand on roule à grande allure comme ça sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, il est bien de laisser 2 bandes d'arrêt d'urgence entre moi et celui de devant. Et là, c'est bien le cas. Il y a bien les 2 bandes d'arrêt d'urgence. Donc, les distances de sécurité sont suffisantes. Réponse A. Mon temps de réaction peut varier en fonction de la météo, réponse A, de la vitesse de mon véhicule, réponse B, de mon état de fatigue, réponse C, de mon degré d'alcoolémie, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction ? C'est entre le moment où le conducteur a vu et le moment où il va agir. Donc là, il met du temps pour agir. La durée moyenne, elle est à peu près évaluée à 1 seconde. Mais ça peut atteindre des fois 2 secondes ou plus, en fonction de votre vigilance, de l'état du conducteur, l'état physique du conducteur aussi, comme la fatigue, la distraction, parce que vous avez par exemple des passagers ou vous êtes à fond dans votre musique, de la radio, mais ça peut être aussi la prise d'alcool, de drogue, de médicaments aussi. Donc là, ça ne va pas évoluer en fonction de la météo, ça n'a rien à voir, vous allez juste voir peut-être les choses plus tard. La vitesse du véhicule, c'est pareil, ça ne changera rien. Donc c'est réponse C et D. Je vais devoir circuler dans la voie A, B, C. Alors là, il n'y a pas de marquage au sol qui nous aide. Souvent, c'est plus lisible le marquage au sol. Là, c'est à moi de bien observer les panneaux. Donc, quand je vois plein de panneaux comme ça d'un seul coup, ben, j'ai intérêt à bien adapter mon allure pour pouvoir anticiper ça. C'est une petite aparté pour vous quand vous serez en conduite plus tard. Donc là, il y a plein de choses à lire. Donc, on nous dit qu'il va y avoir une voie réservée qui sera ici. Donc, on nous confirme d'ailleurs que c'est interdit de circuler dedans, sauf pour les bus. Donc, je n'ai pas le droit d'aller dans la voie C. Donc ensuite, il me reste la A ou la B. Eh bien, je dois, avec ce panneau-là, ça m'informe que je dois utiliser cette voie-là. Je n'ai pas le droit d'utiliser celle-là. En fait, celle-là, c'est pour ceux qui arrivent en face. Donc, si j'utilise la A, je serai en contresens de circulation. Donc, je n'ai pas le choix, en fait, c'est la B. Réponse B. Pour tourner à gauche, je reste où je suis. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'observe la signalisation, je vois que j'arrive sur un stop, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a ce stop de particulier ? Si on observe bien, il fait toute la largeur de ma voie ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en sens unique, d'accord ? Et quand je tourne à gauche en sens unique, il faut que je me place carrément sur la voie de gauche, c'est-à-dire que là, il faut que je me cale ici. La voiture, il faut qu'elle soit en biais là, d'accord, pour pouvoir être prêt à repartir. Donc, est-ce que je suis bien placé ici ? Est-ce que je reste où je suis ? Non. Réponse B. Mon passager veut prendre le bus. Je le dépose à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On observe ici un aménagement pour les bus avec une ligne jaune continue, d'accord. Les arrêts de bus, ça c'est une règle générale, à savoir, vous n'avez pas le droit de stationner, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter non plus. D'accord ? Sauf si c'est la circulation qui vous impose un arrêt, mais là c'est pas considéré comme un arrêt d'arrêt et stationnement. Donc un arrêt pour déposer un passager est strictement interdit au niveau des arrêts de bus.
Donc là, c'était réponse B. En activant cette commande, j'empêche l'ouverture de la portière. De l'intérieur, réponse A. De l'extérieur, réponse B. De l'intérieur et extérieur, réponse C. Alors, si je l'actionne, eh bien, je ne pourrai pas ouvrir la voiture de l'intérieur. C'est pour éviter que l'enfant ouvre une portière en roulant, par exemple, ou qu'il ouvre le portière même si vous êtes arrêté, et que il ouvre la portière au moment où une voiture qui passe, qui vous dépasse. Là, il va se faire arracher la portière, puis lui, peut-être aussi, va être accidenté. Donc, ça sera vous, quand vous allez descendre de la voiture, qui allez donc ouvrir la portière de l'extérieur, avec la poignée extérieure uniquement. Ce qui veut dire que c'est pas lacet non plus. Elle est bloquée seulement de l'intérieur, donc réponse A. La voiture se rabat brutalement devant moi. La meilleure chose à faire est de klaxonner, réponse A, de faire des appels de phare, réponse B, de ralentir et serrer à droite, réponse C. Alors, on observe là la voiture qui est en train de se rabattre. Elle était en train de me dépasser et elle se rabat, mais elle ne respecte pas les distances de sécurité. C'est-à-dire que normalement, avant de se rabattre, on doit regarder les rétroviseurs et on doit voir le véhicule que l'on est en train de dépasser entièrement dans le rétroviseur avant de se rabattre. Ce qui fait que on se rabat en respectant les distances de sécurité. Là, il ne respecte pas du tout ça. Donc ma distance de sécurité est vraiment très faible, donc il nous met en danger. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Si je klaxonne ou que je fais un appel de phare, je risque de le surprendre. À cette allure-là, sur un axe rapide comme ici, s'il fait le moindre coup de volant, il risque de perdre la maîtrise de son véhicule. Donc je vais éviter de faire ça, et je vais plutôt ralentir et serrer à droite pour reprendre rapidement les distances de sécurité. Donc là, c'était réponse C. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Nous avons une première information qui nous dit que nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central qui est ici. Et la deuxième information, ce sont les panneaux bleus. Ça m'indique que je suis sur l'autoroute. Je vais rencontrer une bifurcation dans 3 km. Donc quand je suis sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée, en plus il fait beau, est de 130 km/h. Donc là c'était réponse D. En quittant mon véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie que toutes les portes sont bien verrouillées. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, avant de descendre de ma voiture, je vérifie toujours qu'elle soit bien immobilisée. Donc, dans ce cas-là, je mets le frein de parking ou le frein à main, c'est l'autre terme. Donc, je serre bien mon frein à main, le frein de parking, mais aussi sur les boîtes automatiques, donc il y a le petit bouton P pour faire frein de parking, d'accord, à enclencher. Sur une voiture à boîte manuelle, je peux même laisser, c'est conseillé, si vous êtes en pente, de laisser une vitesse d'enclencher la première ou la marche arrière. Ensuite, je dois aussi m'assurer que toutes les vitres sont totalement remontées et que
qu'aucun objet n'est visible à l'intérieur de la voiture. Ça, je vous le conseille fortement si vous voulez pas vous retrouver avec une vitre cassée parce que vous avez, par exemple, laissé votre téléphone dans la voiture. Et puis ensuite, je quitte le véhicule en verrouillant effectivement toutes les portes de la voiture. Donc, en quittant mon véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking, que ce soit en boîte auto ou en boîte manuelle, ça sera oui. Donc, réponse A. Et je vérifie que toutes les portes sont bien verrouillées, oui aussi. Réponse A et C. Écrire un SMS équivaut à quitter la route des yeux pendant environ 1 seconde, réponse A, 5 secondes, réponse B, 20 secondes, réponse C. Donc écrire un SMS, il faut savoir que ça multiplie par 23 quand même, c'est énorme. Ça multiplie par 23 le risque d'accident. Envoyer un message, souvent ça nécessite de quitter la route des yeux au moins pendant 5 secondes. Et près d'un accident corporel sur 10, c'est lié à l'usage du téléphone. 1 sur 10 quand même. Donc là, réponse B, c'était 5 secondes à peu près. Je dois attendre que le moteur soit froid pour faire la pointe du liquide de lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le liquide lave-glace qui est ici, avec le réservoir qui est là, il faut le surveiller régulièrement parce que l'objectif c'est d'en avoir toujours dans votre réservoir, de manière à pas vous retrouver dans une situation où par exemple vous avez plein de boue de projeté par exemple par un poids lourd que vous avez croisé, plein de boue de projeté sur votre pare-brise, vous n'y voyez plus rien et comme vous n'avez plus de liquide lave-glace, les essuie-glaces vont balayer un peu la boue, mais ça va plutôt l'étaler sur votre pare-brise qu'autre chose, donc vous n'y verrez plus rien, d'accord ? Donc toujours avoir du lave-glace dans votre réservoir. Alors, est-ce qu'il faut attendre que le moteur soit froid pour remplir le lave-glace? Non, ça n'a rien à voir avec votre moteur de voiture, d'accord? Là, c'est juste un réservoir pour injecter de lave-glace sur votre pare-brise. Donc, c'est complètement distinct. Vous pouvez le mettre à chaud ou à froid. Il y a peu d'importance. Le liquide où il faut faire attention, pour rappel, à ne pas faire à chaud, c'est le liquide de refroidissement, où là vous allez vous brûler, d'accord? Donc là, lave-glace, aucun souci. Donc c'était réponse B. Pour avertir de mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors vous voyez, on est en agglomération. La règle pour le klaxon en agglomération, c'est je ne peux pas klaxonner, c'est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Là, c'est pas un danger immédiat, c'est juste un manque de visibilité. Donc c'est à moi d'adapter l'allure en fonction de ce manque de visibilité. Donc il me suffit juste que je ralentisse suffisamment pour pouvoir ensuite avoir la visibilité en face et savoir si je peux continuer ma trajectoire. Et faire un appel de phare ne servirait à rien non plus, puisque en plein jour, celui qui arrive de l'autre côté ne verra pas mes phares. Donc là, c'était réponse B et D. Les enfants ont plus de difficultés que les adultes à apprécier les distances et les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et en effet, les enfants ont plus de mal à apprécier les distances et les vitesses. Donc c'était réponse A.
Après avoir dépassé ce poids lourd, il est préférable de se rabattre dans la voie de droite, réponse A, de dépasser le deuxième poids lourd, réponse B. Alors, ici, nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Il y avait même une cartouche rouge tout à l'heure qui nous disait qu'on était sur l'autoroute et on avait même rencontré des panneaux bleus. Si on revient en arrière, vous voyez bien ici, il y a le panneau d'autoroute, d'accord, avec une ligne de dissuasion de sortie pour nous dire qu'on n'a pas le droit de sortir. Vous avez une cartouche autoroute ici. Vous avez vu, il y avait très peu d'espace entre les deux poids lourds, d'accord? Donc là, si je me rabats, il n'y aura pas l'espace nécessaire. C'est-à-dire que là, entre les deux poids lourds, il faut une distance de sécurité minimum obligatoire entre moi et celui de devant, mais aussi une distance de sécurité obligatoire entre moi et le poids lourd qui est avant, qui est juste à côté là. Mes distances de sécurité ne seront pas suffisantes. Donc comme on est en sens unique, ça ne pose aucun souci de rester plus longtemps sur la voie de gauche pour terminer le dépassement du deuxième poids lourd, d'accord? Donc là, c'était réponse B. Un conducteur refusant de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie commet un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous refusez de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie, vous allez automatiquement avoir le maximum de sanctions. Ce qui veut dire que vous aurez la même peine que si vous avez 0,8 g d'alcool dans le sang. Et donc 6 points en moins, et ça c'est un délit. Donc c'est considéré comme un délit. Réponse A. Ce panneau annonce que la vitesse sera limitée à 110 km/h. Sur 1000 mètres, oui, réponse A, non, réponse B. À 1000 mètres, oui, réponse C, non, réponse D. Alors là, le panneau nous annonce ici que nous aurons, vous voyez bien, 2 voies de circulation pour nous, parce qu'il y en aura 4 au total. Mais j'ai 2 voies de réservées pour moi. Donc je sais que j'ai 2 voies pour moi dans mon sens de circulation, qui sera soit séparée par une ligne continue, soit par un terre-plein central. Si je suis séparée par un terre-plein central, ma limitation de vitesse sera à 110 km/h. Si ce n'est pas un terre-plein central, mais uniquement une ligne continue, ma vitesse sera alors de 90 km/h, ma limitation de vitesse. Donc ça, je ne sais pas. Donc ce panneau annonce que je serai limité à 110 km/h. Bien, non. Sur 1000 mètres ou à 1000 mètres, non, parce que je ne sais pas si c'est une ligne continue ou un terre-plein central. Si ça n'est qu'une ligne continue, je serai limité à 90 km/h et pas 110. Donc c'est non sur les deux. Réponse B et D. Le dépistage de stupéfiants est obligatoire dans le cas d'un accident matériel, réponse A, d'un accident corporel, réponse B, d'un accident mortel, réponse C. Et si je me souviens bien, c'était une des questions aussi qu'il fallait réviser. Donc le dépistage de stupéfiants est obligatoire en cas d'accident mortel, d'accord? Ça c'est le code de la route, et en cas d'accident corporel. Donc dans les deux cas, corporel c'est blessure, donc c'était réponse B
et C. Lorsque ce voyant est allumé, il est possible d'installer un enfant dos à la route sur le siège avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit ici que l'airbag est activé, il est sur on. D'ailleurs, on voit bien le dessin de l'enfant qui est dos à la route, qui est barré, ça veut dire interdiction. Quand il est activé, il faut surtout pas mettre un siège enfant qui est dos à la route, sinon quand avec la propulsion de l'airbag, vous vous rappelez, à la vitesse où il s'éclate, vous allez propulser violemment l'enfant sur le dossier du siège avant. Et là, ça va être très dangereux pour lui, il y aura des séquelles très importantes. Donc réponse B. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. Un test de dépistage d'alcool? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un test de dépistage de stupéfiants? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, j'ai le permis depuis 6 mois. Ça veut dire que je suis jeune conducteur. Si je suis jeune conducteur, ma limite, elle est à 0,2 g par litre de sang. Je perds tout de suite mes 6 points sur mon permis de conduire. Comme je suis jeune conducteur et que je n'ai que 6 mois de permis, je démarre avec 6 points déjà. Donc, ce qui veut dire que si on m'en enlève 6, je n'ai plus rien. Et dans ce cas-là, mon permis est annulé. Donc, en cas de dépistage d'alcool, mon permis sera annulé si je suis jeune conducteur, et ce sera la même chose pour le dépistage de stupéfiants. Ce sera aussi annulé. Donc là, c'était réponse A et C. Le remplissage de l'huile moteur se fait dans l'orifice A, B, Alors ici vous avez deux types de bouchons. Alors il y en a un, vous savez, c'est la petite jauge. On tire la petite tige qui est métallique pour voir le niveau d'huile moteur. Si je n'en ai pas suffisamment, je vais remplir ici. Ça c'est le bouchon, je l'ouvre et je mets l'huile à ce niveau-là. Donc le remplissage de l'huile moteur se fait dans l'orifice B. Pour avoir la meilleure visibilité possible, déneiger le pare-brise est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça, c'est le genre de question qu'on peut rencontrer assez souvent. Il faut toujours déneiger bien le pare-brise, mais aussi les vitres latérales qui sont sur le côté et à l'arrière aussi, d'accord? Donc, toutes les vitres, il faut les déneiger. Il faut aussi penser à enlever la neige qui est sur le capot, parce qu'en cas de vent, ça va se pousser vers votre pare-brise, et celle qui est aussi sur le toit, parce que si vous freinez, elle va descendre sur votre pare-brise, vous n'y verrez plus rien, ou alors avec la chaleur de l'habitacle, ça va fondre, et donc la neige risque de redescendre devant vos yeux, et c'est le risque d'accident. Donc c'était réponse B. Je peux tourner à droite. Dans la première rue, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la deuxième rue, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater comme signalisation? Ce panneau-là, ça annonce qu'il est interdit de faire demi-tour et c'est jusqu'à la prochaine intersection incluse. Donc, à partir du panneau,
jusqu'à la prochaine intersection incluse. Ensuite ici, ça veut dire que c'est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Ça veut dire à l'intersection qui sera juste après ce panneau-là. Donc ça sera interdit de tourner ici. On en a la preuve, puisque vous avez vu, là le CD de passage fait toute la largeur de la route. Donc ça nous annonce bien que c'est un sens unique. Ok, si on avait eu une interdiction de tourner à droite, il aurait fallu qu'il renouvelle le panneau juste avant cette rue-là. Donc on a le droit de tourner dans cette rue-là. D'ailleurs, le stop, vous voyez bien, ne fait pas toute la largeur de la route, hein. Il y a un espace pour pouvoir tourner. Donc là, est-ce que je peux tourner à droite dans la première rue? Non, c'est interdit, donc c'est réponse B. Est-ce que je peux tourner à droite dans la deuxième rue? Oui, je peux le faire. D'accord, ils n'ont pas renouvelé ce panneau-là et le marquage ne fait pas toute la largeur de la route. Donc je peux tourner à droite. Réponse B et C. La signalisation autorise le dépassement. Dans la situation numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D. Alors vous voyez ici, ce sont des panneaux de danger, hein. Dans les deux cas, ce sont des panneaux de danger. Quand c'est un panneau de danger et que nous sommes hors agglomération, hein, on voit bien qu'ici c'est hors agglomération, le panneau de danger est mis 150 mètres avant. Il faut savoir que si vous faites un dépassement, donc on considère qu'il y a 20 km/h d'écart entre vous et la voiture que vous voulez dépasser, il vous faudra donc 250 mètres pour faire un dépassement. Donc vous n'aurez pas terminé votre dépassement avant d'aborder l'intersection. Vous serez en plein dépassement au moment où vous allez aborder l'intersection. Là, on nous demande la signalisation, est-ce qu'elle nous autorise le dépassement? Alors, il est interdit de dépasser dans une priorité à droite, sauf un deux roues si j'ai suffisamment de visibilité, uniquement dans cette condition-là. Donc vous ne pouvez pas dépasser quand vous avez une priorité à droite. Là, on me dit que à la prochaine intersection, je suis prioritaire, donc j'ai le droit de dépasser. Attention, c'est risqué, je ne vous le conseille pas, mais légalement, vous avez le droit d'effectuer un dépassement, évidemment si personne n'arrive en face, hein, on est bien d'accord. Voilà, le marquage au sol ne nous interdit pas de dépasser, vous avez vu, vous avez des pointillés à chaque photo, donc vous avez une autorisation de dépasser. Donc là, la signalisation autorise le dépassement dans la situation numéro 1, eh bien c'est oui, hein. Là, on a le droit de dépasser parce que les pointillés nous l'autorisent et nous sommes prioritaires à l'intersection. Dans la situation numéro 2, eh bien là, c'est non, parce que même si on a une autorisation de dépasser ici, on arrive quand même sur une priorité à droite, et donc là, c'est interdit de dépasser une voiture. Donc c'est réponse A et D. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors malheureusement pour le confort de certains occupants, il y en a qui utilisent une pince, vous voyez, pour réduire la tension. Ça évite de blesser un petit peu la peau du cou. Par contre, ça n'est qu'un dispositif de confort et je vous le conseille vraiment pas. C'est même plutôt dangereux. Parce que en cas d'accident, la ceinture qui est mal tendue réagira beaucoup plus tard. Donc normalement, ça vous laisse une marge de 20 cm, c'est-à-dire que votre buste va avancer vers l'avant de 20 cm et la ceinture va vous bloquer. Elle va sentir une tension, il va y avoir un prétensionneur et donc ça va vous maintenir. Donc votre buste va avancer de 20 cm vers l'avant. Si vous mettez ce genre d'appareil là, vous allez avancer, mais la ceinture elle sera toujours pas tendue. Donc vous allez faire 20 à 30 cm et là la ceinture va commencer à se tendre seulement au bout de 20 cm. Ce qui veut dire que votre tête, elle risque d'atteindre soit le montant de la voiture, soit le tableau de bord, soit le pare-brise. Bref, c'est dangereux. Donc ne le faites surtout pas. Donc là, c'était réponse B. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée.
Sur le pare-brise avant, oui, réponse A, non, réponse B. Sur la lunette arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Ce symbole-là correspond bien à la lunette arrière, donc c'est bien pour dégivrer la lunette arrière. À ne pas confondre avec celui-ci, qui est là pour le dégivrage avant, donc de ce côté-là. Alors la petite astuce pour retenir, c'est que souvent la lunette arrière est rectangulaire, c'est pour ça qu'ils ont fait ça de forme rectangulaire. Le pare-brise avant, lui, est plus évasé, plus en forme de V, donc c'est bien ces formes-là de symboles qu'il faut retenir. Rectangulaire pour l'arrière, évasé pour l'avant. Donc là, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée. Sur le pare-brise avant, non, c'est ce symbole-là, donc c'est uniquement à l'arrière. Donc B pour le pare-brise avant, et pour le pare-brise et la lunette arrière, C. Donc réponse B et C. Le véhicule blanc est arrêté pour discuter avec le piéton. Je serre à droite et je ralentis. Réponse A. Je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Je fais un appel de phare. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Vous avez remarqué, la route est très très étroite. D'ailleurs, il n'y a même pas de signalisation, pas de marquage au sol qui sépare les deux voies parce que la route est trop étroite. Donc pour se croiser, il va forcément falloir se serrer à droite. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'accotement est vraiment endommagé et plein de boue. Donc il y a des trous, des ornières et plein d'eau. Donc là, c'est un énorme risque de perte de contrôle du véhicule. Ce qui fait que je dois absolument ralentir avant de me serrer à droite. De toute manière, il faut faire ça dans toutes les situations, même s'il n'y avait pas eu d'eau ici. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien y avoir sur l'accotement là un trou sur le bord ou même des débris de verre qu'il peut y avoir ou des bouts de ferraille. Et là, si vous roulez dessus, vous pouvez endommager votre véhicule et abîmer la direction ou éclater un pneu. Donc dans tous les cas, je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Par temps de pluie, les distances de freinage restent inchangées. Réponse A. Sont multipliées par 2. Réponse B. Sont multipliées par 3. Réponse C. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la distance de freinage? C'est la vitesse du véhicule, l'état du véhicule, en fonction de l'état des freins, des pneus, de la suspension, le poids et le chargement du véhicule, et ensuite l'environnement, si on est en descente ou en montée. Mais ça peut aussi être l'état de la chaussée, comme le revêtement, ou savoir s'il y a des gravillons, ou de la neige, ou même de la pluie. Là, on est par temps de pluie. Donc la distance de freinage, elle est 2 fois plus longue que sur sol sec. Donc c'était réponse B.